une autre orientation économique qui nous permette d'affronter le futur, de donner un sens à ce futur. Et les effondrements, je l'appelle les effondrements partiels avec le développement du Covid-19, puis ensuite, sous d'autres formes, maintenant, les problèmes que pose la guerre en Ukraine et les effets de tensions internationales, de remise en cause des chaînes de valeur, et en particulier sur le plan énergétique, tout ça, très très préoccupant. On pouvait s'y attendre. Moi, j'ai toujours été surpris que ça n'arrive pas avant, pour vous dire les choses. Voilà. Mais c'est quand même très préoccupant. Et là, nous avons besoin, finalement, de reprendre confiance en nous, de nous redonner des perspectives qui donnent du sens, qui nous permettent de nous lever le matin avec entrain, plaisir. Et ça, c'est pas facile et on a besoin d'en discuter, on a besoin d'échanger. Alors, je vais commencer sur un point qui me paraît absolument fondamental. Et j'ai félicité Catherine tout à l'heure en passant, en lui disant merci Catherine d'avoir commencé par ça, en disant la question centrale de la coopération. Si vous voulez, je commence à avoir roulé ma bosse. Je ne suis pas un perdreau de l'année, comme on dit. Hein, bon, j'ai connu pas mal d'évolutions économiques, politiques. Et ce qui m'a frappé ces 40 dernières années, c'est la façon dont la concurrence s'est intensifiée, l'individualisme s'est accru d'une manière absolument invraisemblable, de telle manière qu'aujourd'hui, cette concurrence et cet individualisme se retournent contre nous, contre le plaisir de vivre en société. Et je pense que la question essentielle avec laquelle nous devons renouer, c'est la coopération. La coopération, c'est une attitude quotidienne, c'est une progression quotidienne, c'est une attention à l'autre. Coopérer, c'est s'intéresser aux contraintes des autres, s'intéresser aux enjeux des autres, et donc dans la façon de travailler, dans la façon de faire des choix stratégiques, tactiques, opérationnels, faire des choix qui convergent avec l'autre. De ce point de vue-là, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, ou la coopération, c'est une économie humaniste. C'est une économie qui s'intéresse à l'autre, qui met l'autre au cœur de l'appropriation, de la préoccupation quotidienne. Catherine a eu tout à fait raison de dire l'essentiel, c'est la coopération. Mettons à distance cette concurrence infernale. C'est infernal. Humainement, c'est infernal sur le plan économique, avec la réduction des marges, avec la façon dont cette chaîne de valeur s'impose à vous, qui êtes souvent les sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants. Et je pense aux artisans qui sont souvent en dernière boucle, les derniers, et qui supportent toute la pression de la chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur qui met tout le temps en concurrence, c'est insupportable. Ouais, c'est insupportable. Et donc, nous avons besoin de retrouver cet élan de la coopération. Alors, la coopération, c'est la coopération entre entreprises, entre les entreprises et les territoires, c'est-à-dire les autres acteurs du territoire, et c'est aussi la coopération à l'intérieur de l'entreprise, avec les collectifs de travailleurs, de salariés, de collaborateurs. C'est un mot que j'aime pas beaucoup, collaborateur, je vous le dis en passant, là, comme ça, parce que c'est très utilisé. Mais moi, je suis un fils de résistant. Et les collabos, on les aimait pas, mais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Quand j'entends collaborateur, je me dis toujours, mais collaboration à quoi? On collabore à quoi? Alors, on pourrait dire la même chose avec la coopération. On coopère à quoi? Quelle est la finalité de la coopération? C'est-à-dire que finalement, quelle est la finalité des entreprises, leur vocation, ce qu'ils cherchent à faire? Si la finalité est uniquement financière, vous croyez qu'on a envie de coopérer? Si le cœur de l'affaire, c'est la question de la finance, vous croyez que c'est intéressant? Vous croyez qu'on peut engager les personnes autour de nous et trouver des façons de travailler ensemble? Mais non. Le poids de la finance, à l'heure actuelle, c'est dramatique.
Bien sûr, on a besoin d'avoir des entreprises rentables. Et si l'entreprise n'est pas rentable, elle disparaît. Donc c'est une condition de survie, la rentabilité. C'est pas un économiste comme moi qui va vous dire que c'est pas la peine de penser à la rentabilité des entreprises. Bien entendu qu'on a besoin des entreprises rentables. Mais quand on fait de la question financière, c'est-à-dire la dimension financière de la rentabilité, le seul et l'unique critère qui détermine les choix, c'est lamentable. Je vous le dis d'emblée, c'est lamentable. Et on ne peut rien construire sur cette base-là. Rien. Pour construire quelque chose, il faut partager une finalité. Et il y a une multitude d'enjeux importants. Nous appelons ça les grandes fonctionnalités de la vie. Oui, nous avons besoin de soins. Oui, nous avons besoin de s'alimenter. Oui, nous avons besoin d'habiter notre territoire. Oui, nous avons besoin de mobilité. Nous avons besoin de renouer avec des grands enjeux de la vie et traiter ces grands enjeux de la vie dans une nouvelle harmonie avec la nature, avec l'environnement, avec l'écologie. Parce que la logique industrielle que j'ai connue, Bambin, je suis né en 51, oui, ça me fait 71 ans pour ceux qui veulent calculer rapidement. Donc j'ai vu développer l'industrialisation. Enfant, ado, jeune adulte, je vois la façon dont cette industrialisation s'est retournée. Quand j'étais un enfant, on allait à la ferme, qu'on allait prendre du lait, les agriculteurs nourrissaient la population. Ça donnait un sens à leur activité de travail. Aujourd'hui, avec cette industrialisation sans commune mesure dans le monde agricole, qui utilise des pesticides en veux-tu en voilà, qui détruisent la qualité des sols, qui détruisent la qualité des côtes. Comment voulez-vous que les personnes qui travaillent dans cet espace-là ne se sentent pas remis en cause? Quand j'étais gamin, un type me disait « Moi, je suis ouvrier chez Renault ». Mais le gars, même quand il était en bas OS, il était fier de travailler chez Renault, parce qu'on n'avait pas de bagnole. Et quand j'étais gamin, on regardait les voitures. Moi, c'est arrivé à 18 ans, la voiture, dans ma famille. Et après 68, il n'y avait pas de voiture. Et quand on disait, mais moi, je contribue à créer des voitures, à produire, ça avait du sens. Mais quand vous avez aujourd'hui des voitures qui font des embouteillages, qui font de la pollution, qui font des accidents parce qu'on roule comme des malades, parce que derrière, des effets sur la société détestables. Quand vous êtes ouvrier maintenant dans la chaîne de production chez Renault, vous n'êtes pas chez Renault. Vous êtes l'ouvrier dans la Savoie qui fabrique des rondelles. Vous ne savez pas pourquoi vous produisez des rondelles. Qu'est-ce que ça a comme sens de produire des rondelles tous les jours? Vous voulez me dire le sens de production des rondelles? Cette industrialisation est devenue folle. Il faut retrouver un peu le sens des choses, redonner une perspective sur ces grands enjeux de la vie. Et vous avez tous cette expérience et tous la possibilité de renouer votre travail, de renouer la mission de votre entreprise à une perspective sociétale juste, qui permette d'entraîner. Et alors seulement, la question de la coopération peut être le ressort du travail de chacun. Pour développer la coopération, encore faut-il donner un sens à son entreprise et un sens sociétal à son entreprise. Oui, on a besoin d'argent, mais beaucoup de choses échappent à l'argent, heureusement. Heureusement. Oui, on a besoin d'investir. Oui, mais tout ne relève pas de ça. Il y a quelquefois des investissements gratuits. Il y a des gens qui donnent de leur énergie. Et vous les premiers, vous donnez de l'énergie. On discutait pour préparer hier cette conférence, je ne sais pas si c'est une conférence, de la façon dont je parle. Vous voyez, je ne suis pas un vrai, je suis un conférencier. Bon, pas grave, je vous parle. Je vous parle d'être à être. Eh bien, on préparait ça, et certains d'entre vous me disiez, j'en peux plus comme dirigeant. J'en ai marre, j'ai des responsabilités, je suis fatigué, je suis éreinté, je suis épuisé. Et oui, c'est épuisant de s'agiter dans quelque chose où le sens est perdu, où il n'est pas partagé. Vous travaillez pas que pour l'argent, bien évidemment. On discutait avec Hélène hier de son travail dans l'EHPAD et de tout le travail qui se fait, pas seulement avec les personnes âgées qui sont là, avec les familles, les amis,
avec bien entendu aussi le personnel, mais ça demande un engagement, une vocation, quelque part. Vous n'êtes pas habité que par la rentabilité de l'entreprise, vous êtes habité par votre travail. Tout le monde est habité par son travail. Redonner du sens au travail, c'est un élément essentiel dans la période actuelle. Et pour donner le coup devant les effondrements qui sont à venir. Parce que c'est qu'un avant-goût, aujourd'hui, des effondrements qui vont arriver. Alors, le sens est fondamental, mais peut conduire à une forme d'épuisement si c'est uniquement le sens. La coopération demande du sens et demande des espaces de reconnaissance. J'avais un de mes amis qui me disait comme ça, bon, en fait, on peut être reconnu par les autres. Donc on aime être aimé. Alors dans l'amour, c'est pas mal, on a quand même pas mal de déboires. Le travail, c'est une manière de se rattraper. Je trouve ça très drôle, ça. Moi qui ai eu plein de déboires dans ma vie amoureuse, je me rends compte qu'effectivement, le travail, c'est un espace de reconnaissance fondamentale, essentiel. Et reconnaître, c'est quoi? Se reconnaître, les espaces de reconnaissance, c'est des espaces à la fois d'utilité de ce que l'on fait, mais c'est aussi des espaces où on discute de nos difficultés, on discute de la façon dont on s'y est pris, on discute de l'adversité de la vie. On échange humainement, pas tout le temps sur ce qui a marché, pas tout le temps sur les réussites. Non, on échange sur les difficultés. On partage les difficultés. Et quand on partage des difficultés, on parle vrai. On parle vrai. Vous savez, je ne vais pas m'étaler ma vie, parce que sinon c'est embêtant, mais j'ai eu beaucoup plus d'échecs que de réussites. Mais vraiment beaucoup plus d'échecs. Mais simplement, j'ai eu la chance d'avoir des espaces de discussion où je puisse revenir, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pour moi, comment je me suis pris, comment je me prends, c'est-à-dire des pairs, PAIRS, des gens qui prenaient le temps de revenir sur ces expériences, d'échanger. J'appelle ça l'organisation réflexive. C'est-à-dire une organisation du travail qui se donne le temps de revenir sur l'expérience. C'est fondamental. Mettez en place des organisations réflexives pour vous-même et les gens qui travaillent devant vos entreprises, et vous allez voir l'énergie se développer, la créativité se développer, le plaisir de l'autre, le plaisir de l'aventure, pas n'importe laquelle, raisonnée, raisonnable, et le produit, de créer l'œuvre. La reconnaissance alimente l'énergie humaine dans une activité collective, y compris, bien entendu, ici, économique. Sens, reconnaissance. Et la coopération peut advenir. J'ai voulu commencer par ça. L'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est d'abord de trouver les formes de coopération et ce dont vous avez parlé à la fin dans la table ronde, c'est-à-dire les réseaux de chefs d'entreprise, de responsables d'entreprise, ça peut être aussi des réseaux de cadres d'ailleurs, ça peut être des différents types de réseaux, mais ces espaces d'échange, tu parlais du CJD tout à l'heure, Julien, c'est-à-dire des espaces de commission, vous appelez ça je crois au CJD, on les appelle comme on veut, c'est pas grave, ou en tout cas on travaille à entre 6, 10 dirigeants, on revient sur les difficultés, ça fait un effet miroir, et derrière on parle vrai. Et là, c'est des espaces de reconnaissance et de réflexion. Mettez ça en place, je vous assure, mettez ça en place. Mettez en place des espaces de réflexivité, de retour d'expérience, pas pour raconter des blagues, pour parler vrai. À la fois des difficultés que vous rencontrez, et aussi des réponses que vous commencez à trouver. Pour moi, c'est fondamental. C'est pour ça que j'adore, je suis très content d'être venu ici, parce que je sens bien que ce qui anime le réseau, ici, on en a parlé avec Christophe tout à l'heure, ce réseau, c'est ça, c'est créer un espace où vous, en tant que dirigeant d'entreprise, ou cadre d'entreprise, vous ayez un espace pour pouvoir discuter de ces difficultés, et à travers cet échange humain, vous redonnez l'énergie pour prendre une orientation que vous considérez comme utile. Contribuer au développement de notre société sur une base utile. Alors,
pour être utile aujourd'hui, il faut prendre acte que le modèle industriel s'est emballé dans une hyperconsommation d'une manière désastreuse, qu'il s'est mis dans une situation de dépendance de la finance de court terme, ce que j'appelle la dérive gestionnaire. Vouloir tout compter, vouloir toute la journée faire des économies de chandelle, tout ce truc, toute cette espèce de préoccupation humaine catastrophique. Il faut arriver à critiquer ce modèle et l'influence qu'il a sur vous, sur nous, sur moi aussi d'ailleurs, au sens, quand je dis moi, y compris de mon laboratoire de recherche ou d'autres organisations que j'ai pu mettre en place. Il faut prendre la mesure qu'une partie de votre modèle d'activité, de votre modèle économique, est pris par cette gangrène qui est l'industrialisation, de croire que vous allez pouvoir rentabiliser l'entreprise sur des volumes de plus en plus importants, toujours plus de volumes, sans vous intéresser, sans vous préoccuper des effets que ça a sur les gens qui travaillent dans l'entreprise, que ces effets que ça a auprès des utilisateurs des biens ou des services que vous produisez, et les effets que ça a sur la société, sur le vivre ensemble, sur les questions écologiques. Ce qu'on appelle dans notre jargon des économistes une externalité négative. Mais bien entendu que ce n'est pas voulu. C'est parce que vous souhaitez. Quand l'agriculteur met des pesticides dans ses champs, c'est pas pour détruire l'environnement, c'est pour augmenter les rendements. Mais il est pris par un système qui, quand au fond, se retourne contre la nature, contre sa propre santé, en passant. Et vous voyez, il y a besoin d'un moment de lucidité critique des impasses des modèles dans lesquels nous sommes engagés les uns et les autres. L'université, vous voyez, je parlais déjà un peu de choses que je connais aussi, l'université, son problème, j'appelle ça le syndrome du hamster. Vous voyez, les trucs qui tournent en rond, qui ne servent à rien. Bon, les gens, ils sont, monsieur le professeur, je vais dans tel colloque à tel endroit, ils tournent en rond, ils se citent, mais en quoi c'est des connaissances utiles? En quoi c'est des connaissances utiles aux artisans, aux entreprises, en quoi c'est utile? Cette question ne se pose jamais. C'est effrayant. Mais je discutais hier encore avec l'ADEME, les institutions publiques comme l'ADEME. Normalement, l'ADEME, c'est comme une institution qui est sur les enjeux écologiques et transition. Et on a l'impression que c'est ceux qui ont des projets qui doivent servir l'ADEME. On a l'impression que les institutions publiques, elles ne servent plus les projets intéressants. Un truc complètement inversé. C'est comme les universitaires. Les universitaires ne se mettent pas au service des gens, des projets. Ils se mettent au service d'eux-mêmes. Alors ils sont surpris ensuite d'être complètement déconnectés, complètement azimutés. Non. Donc vous voyez, ces éléments-là critiques, il faut le faire avec discernement, et ça touche chaque organisation. Il faut avoir le courage de revenir sur ces éléments critiques de vos propres organisations pour commencer à se dégager de ces impasses et construire pas à pas une nouvelle trajectoire. Avec comme finalité ces grandes fonctionnalités de la vie, ces grands enjeux vitaux qui nous aspirent. On s'en fout des bagnoles. On veut de la mobilité. On s'en fout du médicament. On veut être en santé. On s'en fout de bouffer toujours du poulet aux hormones. On veut partager un repas avec les autres tout en s'alimentant. En d'autres termes, ce n'est pas le bien qui nous intéresse. C'est qu'est-ce qui se joue derrière le bien? Qu'est-ce qui se joue derrière l'usage? Qu'est-ce qui se joue? Est-ce qu'on est content d'avoir une bagnole qui reste, comme parisien que j'ai été, dans un garage pendant des jours qui ne sert à rien, ou qu'on sort pour faire des embouteillages? Complètement débile. Quand vous y réfléchissez, complètement débile. Ce dont on a besoin, c'est des systèmes de mobilité flexibles, collectifs et individuels, qui s'adaptent en fonction des attitudes ou des besoins de mobilité que nous avons. C'est pas la même chose quand on part en vacances, quand on est au boulot,
parce qu'on va avoir un service administratif, c'est pas la même mobilité. Tout faire passer par le produit, le bien industriel, c'est débile. Débile. Alors cet attachement à la propriété privée des biens, ça c'est mon verre, c'est pas le tien. C'est enfantin, qu'est-ce que c'est que ce truc? L'alimentaire, écoutez, on passe à côté de Sanofi, groupe que je connais très bien, je suis intervenu plusieurs fois dans ce groupe industriel, vendre des médicaments, en veux-tu, en voilà. Mais nous, pas des médicaments qu'on veut bouffer, on veut être soigné, on veut être la prévention, on veut développer des... Moins on prend de médicaments, plus on est heureux. Et ça, c'est contradictoire avec le système pharmaceutique, parce qu'eux, ils ont besoin de vendre de plus en plus de médicaments. On nous parle de sobriété aujourd'hui. Attendez, c'est ridicule. On culpabilise les ménages les uns les autres en disant sobriété, mais tout le modèle économique des entreprises, pas la plupart, pas tous, c'est de vendre encore plus. Vendre toujours plus. On se demande même aujourd'hui, par exemple, sur les questions de vaccins, on en discutait avec Philippe ce matin, si ce troisième vaccin, c'est simplement pour écouler les stocks ou quoi? Parce qu'on remet même en cause la finalité de soins du vaccin. Parce que si maintenant le vaccin, c'est toutes les 3 semaines qu'il faut prendre un vaccin, on se pose des questions quand même sur le côté vaccin. Quand moi j'étais gamin, le vaccin contre la polio, on faisait des rappels tous les 5 ans, et il y avait quelque chose qui était préventif. On voit bien que tout d'un coup, tout ça, ça tourne en rond. Et donc il y a besoin, si vous voulez, de revenir sur une position critique du système dans son ensemble, mais aussi de son propre système, de son propre organisation, pour ne plus s'intéresser aux biens, mais s'intéresser aux effets utiles, de leur usage, de la combinaison de biens et de services, des effets utiles, à la fois directs, mais aussi les effets utiles indirects, les conséquences de... À force de prendre des antibiotiques, soi-disant par prévention, les gamins, je suis grand-père, les gamins sont... Il n'y a plus d'effet. Et l'inquiétude des parents est très grande, puisque tout d'un coup, on a l'impression que les antibiotiques n'ont plus la fonction qui était la seule, qui était de soigner. On est gavé d'antibiotiques, mais on est gavé aussi par la façon dont les éleveurs donnent de manière préventive des antibiotiques aux bœufs que vous et moi nous mangeons après. Vous voyez, il y a quelque chose de complètement tordu dans cette affaire. Prenons le temps d'identifier ce qui est tordu. Prenons le temps, entre nous, l'air sympathique, hein, il ne faut pas se culpabiliser. Hein. Non mais, on est un peu tordu. Et oui, moi aussi le premier. Je suis un peu tordu. Et donc de prendre le temps sur en quoi ce que nous faisons, ça a du sens, est-ce que c'est tordu, est-ce que nous ne reproduisons pas spontanément un système qui est devenu entièrement fou? Prenons ce temps. Faites des petits groupes, 5, 6, 10, discutez, lisez quelques petits articles qui vous donneront des idées sur qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les principales impasses de ce modèle industriel et financier. Et puis à partir de cette critique, c'est lucide, commencez à construire. On va construire quelque chose. Alors, comment construire autre chose? Je suis long, c'est ça? Ça va? Comment construire autre chose? Comment redonner une perspective? Parce que la critique, c'est bien, mais si la critique pour s'arrêter là, ça ne va pas. On a besoin d'arriver. Alors, d'abord, il faut arrêter de croire que quand on parle modèle économique, c'est la question financière. L'économie, ce n'est pas la finance. La finance doit être au service de l'économie. Pas la même chose. La finance, c'est un moyen. C'est pas une fin en soi. Donc l'économie, c'est bien plus complexe que la question financière. L'économie, d'abord, c'est est-ce que nous produisons quelque chose d'utile aux autres? Donc il faut déjà vérifier si c'est utile. C'était très intéressant tout à l'heure, parce qu'on voyait bien qu'entre... je ne vous plus, Valérie, mais, et vos deux interventions, il y avait cette démarche de réflexion sur ce qu'ils veulent des emballages, ou est-ce qu'en réalité, l'utilité, c'est la chaîne du froid, c'est de faire en sorte que, finalement, quand on transporte des médicaments ou des vaccins, les vaccins arrivent en bonne et due forme à l'arrivage,
et gardent leur caractère pharmaceutique. Parce que s'ils sont complètement démonétisés, ces vaccins, s'ils n'ont plus d'effet, ça n'a aucun intérêt. Donc, en fait, la question, c'est pas simplement des emballages, c'est en quoi c'est utile de garder la chaîne du froid. En quoi, c'est vrai d'avoir des cartes de visite, vous êtes comme moi, vous avez vu des paquets de cartes de visite dans les poches, paf, on change de numéro de téléphone, paf, on les fout à la poubelle, quoi. Donc, le nombre de papiers imprimés qui est jeté, c'est considérable. En quoi, je l'appelle le Gutenberg du XXIe siècle, notre ami Julien. Je vous avais dit ça une fois. En fait, c'est notre Gutenberg. C'est-à-dire que tu inverses complètement le truc. Le problème, c'est pas de vendre de plus en plus de papier imprimé ou de cartes de visite, c'est comment, à travers les cartes de visite, où on est utile sur les questions de communication. Ça n'a rien à voir. Et comment, dans une communication adaptée, on réduit le volume de papier dispensé. Vous voyez, c'est que vous intéressez à l'utilité de ce que vous faites. J'avais un ami, c'est une des premières entreprises. Je le connais bien, Julien, parce que c'est Didier Dumont. Il faisait une petite blague comme ça, et puis il racontait, il est dans le chauffage, c'est une petite entreprise qui fait de chauffagiste. Et puis, il va chez un client, et le client, je lui dis, je voudrais remplacer ma chaudière, monsieur. Alors, Didier Dumont lui dit, vous la voulez verte ou rouge? Alors, il dit, attendez, je veux une chaudière. Non, non, c'est important, verte ou rouge? Foutez de ma gueule! Verte ou rouge? Oh, monsieur, arrêtez de... C'est ridicule, je veux me chauffer. Ah, vous voulez vous chauffer? C'est plein de choses. Alors maintenant, on va discuter de quoi vous avez besoin comme chauffage, ou quelle température, vous bougez, vous ne bougez pas, on va s'intéresser à l'utilité. Et peut-être que ça n'a rien à voir avec vos chaudières, peut-être qu'il faut juste changer les rhéostats, peut-être que c'est simplement un réaménagement de la circulation de l'eau chaude dans votre maison qui pose un problème. C'est peut-être simplement... C'est pas un problème de chauffagiste, c'est un problème de fenêtre qui est entrebâillée, qui vous fait des courants d'air. C'est-à-dire, il repose le problème complètement différent. Mais je ne fourgue pas ma chaudière à mon client qui me demande une chaudière, je m'intéresse aux raisons pour lesquelles il parle d'une chaudière, qu'est-ce qu'il attend? Derrière la demande, qu'est-ce que la personne attend en réalité? Qu'est-ce qu'il attend? Et comment, derrière, c'est un ensemble de services, d'effets utiles qui sont recherchés, qui ne sont pas les mêmes d'un endroit à un autre, d'un quartier à un autre, en fonction du mode de vie des ménages. Alors bien sûr, si le problème c'est par exemple la fenêtre, il faut être en coopération avec des menuisiers qui partagent la même approche, parce que lui, le menuisier qui va voir que c'est pas « je veux changer ma fenêtre », non monsieur, c'est pas un problème de fenêtre, vous savez, c'est un problème de chauffage. C'est-à-dire trouver des formes de coopération entre différentes entreprises qui se font confiance et qui construisent ensemble des réponses aux problèmes de l'habité. Vous voyez, c'est un changement de mentalité. Je ne fourgue pas mes cacahuètes et mes marchandises ou mes chaussettes. Je m'intéresse à quoi ça sert, quels sont les effets utiles. Et dès que vous vous posez la question de l'utilité, immédiate ou plus indirecte, vous pouvez commencer à poser des problèmes de mode de vie, de rapport au quartier, de rapport ensuite à l'espace. Et vous pouvez intégrer progressivement des réponses de plus en plus sophistiquées en coopération avec d'autres entreprises, avec d'autres territoires. Changez de lunettes. Ne vous intéressez pas aux produits ou aux services qui, quelquefois, qu'on pense comme des produits, intéressez aux attentes. Mais pour s'intéresser aux attentes, il faut s'intéresser aux gens. Et on revient à la question de l'humanité, à la coopération. Coopérer, c'est s'intéresser aux contraintes des autres. Identifier ces contraintes. Et alors, c'était magnifique ce que disait Valérie tout à l'heure, on sentait bien qu'il y avait une évolution très importante dans la relation qu'elle avait établie avec ses clients, de coopération, d'écoute, qui finalement avait des résultats financiers, puisque sur les 10, il n'y en avait que 5, et après il y en a eu 9 des devis qui donnaient lieu à activité et à revenus. Ce n'est pas la question première du revenu, c'est la question première de l'utilité de ce que l'on apporte à l'autre, aux autres, voire au territoire. On a le même souci. Là, je travaille en ce moment avec une entreprise qui fabrique des scooters électriques à Guise. C'est dans l'Ain, il fait un peu moins chaud qu'ici, un peu moins beau qu'ici. Et cette entreprise, qui est nouvelle, a
à essayer de concevoir ces scooters dans une perspective où, au lieu de vendre le scooter, va s'intéresser à l'usage du scooter. Et en fonction des différents usages du scooter, eh bien, trouver des réponses en termes de conception du scooter qui n'est pas tout à fait la même. À ce moment-là, ils ont commencé à concevoir le scooter à partir de sous-ensembles, en les autonomisant, de telle manière que les scooters puissent être recyclés, et avec, en tenant compte, selon les usages, du type d'entrant qu'il fallait mettre dans le scooter. Et au lieu de vendre le scooter, ils ont commencé à louer le scooter et à permettre, quand les gens achetaient le scooter, de automatiquement racheter le scooter au bout de 5 ans. Alors, tout d'un coup, la question, c'est plus le scooter en soi, c'est à la fois un scooter, il appelle ça, à l'opposé de l'obsolescence programmée qui cherche à développer les volumes, la pérennité programmée. La pérennité programmée, c'est beau, non? Moi, je trouve ça magnifique. Alors que l'obsolescence programmée, on a vu ça au niveau de l'industrie, penser que des dirigeants s'organisent dans une logique où son problème, c'est de pérenniser l'usage du scooter, pas mal, quoi. Non, chapeau. Bon, je sais pas être comment, moi, chapeau. Bon. Alors, bien entendu, si vous êtes dans le scooter qui est pérennisé, ben, vous avez moins de chiffre d'affaires si vous le vendez. Et là, vous êtes confronté au problème financier. Et donc, cette invention d'un autre système, où, selon les usages, les pièces ont une durée d'utilisation qui n'est pas la même, et où vous associez l'utilisateur du scooter au choix des entrants, et vous associez par un système de data intégré au scooter les conditions d'usage du scooter, c'est-à-dire du conseil sur l'usage du scooter, alors à ce moment-là, vous êtes en capacité, en augmentant l'usage, de faire en sorte que plus le scooter dure, moins il coûte à l'année. À ce moment-là, le gain, vous le partagez. Et il est un système extrêmement rentable. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il faudrait que je prenne plus de temps, mais qui devient extrêmement rentable, beaucoup plus rentable que s'il avait vendu. Mais ce n'était pas son objectif premier. Son objectif premier, ce n'était pas la rentabilité. Son objectif premier, c'était sortir de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire de la logique de volume des biens, et s'intéresser à l'usage des scooters électriques en fonction des métiers et des régions, c'est-à-dire des territoires. Et là, vous voyez que tout d'un coup, vous avez un changement de perspective. Si on avait un peu de temps, si on était en plus petit comité, on pourrait travailler ensemble chaque fois. Quel est votre changement de perspective? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Vous avez les idées, vous avez l'expérience, c'est sûr. Les gens avec qui travaillez avec vous ont aussi des idées. C'est la question de faire confiance, de mettre en groupe, mettre en place cette réflexivité dont je parle entre entreprises à l'intérieur de votre entreprise, parce qu'il était très discret, mon ami Philippe. Il a été discret sur tout ce qu'il a mis en place comme relation de retour d'expérience des ouvriers de ces ateliers de production et comment il utilise ces retours d'expérience pour faire évoluer les produits et les usages. Si vous voulez, faites confiance à cette organisation réflexive et faites confiance à vous-même dans la capacité de tracer une autre voie que ce modèle industriel et financiarisé. Et vous allez voir, le matin, quand vous vous levez, vous allez avoir l'énergie comme si vous aviez 20 ans. Moi, je dis souvent, en ce moment, j'ai 71 ans, ça commence à venir quand même, les années. Eh bien, j'ai pas du tout envie de m'arrêter de travailler. Mais alors, pas du tout, je vais vous dire, pas du tout. Au contraire, je suis habité par quelque chose que j'ai presque encore plus d'enthousiasme. Alors même, je vais des petits trucs dans les genoux, des petits trucs dans la hanche, quoi, les emmerdements quotidiens, si vous voulez. Mais l'envie d'y aller, l'envie, parce que il y a et le sens et l'espace de discussion sur cette orientation, cette trajectoire, c'est passionnant. Vous pouvez le faire. Comme le disait
Julien, faites attention de ne pas être trop radical au démarrage, n'allez pas trop vite, choisissez le sujet, parce que dans les modèles économiques, il y a plusieurs sujets. Il y a plusieurs entrées possibles dans les démarches économiques. Ben, ça peut être un problème, Philippe en a parlé tout à l'heure, du fait qu'il y a des activités que vous n'arrivez pas à monétiser. Vous faites du conseil, vous faites des devis, vous travaillez beaucoup, et après, quand vous avez remis le devis à votre soi-disant futur client, lui, il prend le devis, il le remet à un autre, et il dit, il va me coûter moins cher, et ça passe au concurrent, le travail qui a été fait. Donc le travail d'intelligence, de conception, d'attente de l'autre, il est capté sur le plan monétaire par un autre, à cause de la concurrence. Comment sortir de ça? Comment inventer des situations où en réalité, finalement, toute cette intelligence, ce que vous avez appelé ces ressources immatérielles, qui sont absolument essentielles, intelligence, confiance, pertinence de vos réponses, comment ces éléments-là, vous êtes en capacité de les travailler et d'en retirer un revenu, parce que bien entendu, il faut que vous viviez, et avec vous, les gens qui travaillent dans votre entreprise. Ça peut être une entrée. Là, en ce moment, je suis en train de travailler avec une entreprise juste à côté de chez moi, parce que je vis en Normandie, juste dans le village à côté. Ils veulent développer ce qu'on appelle un écolieu, c'est-à-dire en fait un écosystème à plusieurs, sur le bien vieillir en Normandie, ça va bientôt me concerner, et sur la façon de bien vieillir, trouver une façon de pouvoir rester, de ne pas aller... Je suis désolé, Hélène, par les EHPAD, j'ai pas envie d'aller dans un EHPAD, c'est-à-dire de vivre, mais je pense qu'Hélène va me comprendre, plutôt entouré des miens, entouré de jeunes, donc j'essaie de faire attirer mes jeunes là vers la Normandie, ils veulent pas, ils veulent aller ailleurs. Mais bon, voilà, d'être entouré par des gens qu'on aime, qu'on peut revoir, et donc ce projet est formidable. Mais ce projet, il demande 1 500 000 € d'investissement au départ pour acheter le foncier. Et après, c'est encore 1,5 million, au moins, ou voire 2, pour faire tout le travail de rénovation qui est nécessaire. 7,5 hectares, dizaines de bâtiments, mais à rénover. Et vous voyez, ici, c'est un problème, d'abord, première étape, si je ne suis pas capable de récupérer ce capital. Alors, il y a tout de suite une discussion. Est-ce que je vais rentrer sur le marché? Est-ce que je vais passer par le marché? Par les banques classiques? Par des financeurs qui vont réinvestir en disant c'est une start-up? Alors, plus on met des mots anglais, plus on est content. Maintenant, moins on se comprend, mais plus on est content. Ah, je te félicite, Julien, d'avoir changé, d'avoir mis partagé. Ça, on comprend. Flexing ne comprenait rien, moi. Tu étais encore embrumé avec ce franc anglais que personne ne comprend rien. Alors, bon, donc, prenons des choses de la culture qui nous concernent, quel que soit finalement notre âge et notre origine, et on peut se comprendre. Alors, pourquoi j'ai raconté ça? Oui, donc, comment dirais-je, comment trouver des financements autres que simplement des investisseurs qui veulent finalement investir dans des start-up. Généralement, lorsque vous êtes dans ce genre de préoccupation, faites des investissements sur une vingtaine, sur les vingtaines, il y en a une qui va s'en sortir, tous les autres, ce sont des échecs. Bon. Et pourquoi? Parce que la rentabilité est le principal critère. Mais on peut trouver des logiques de financement avec d'autres critères que le critère financier. Et cette épargne qu'on a les uns et les autres, qu'on laisse en banque, qui est récupérée par les banques qui en font encore des investissements, on peut avoir une forme d'épargne, inventer des formes de contractualisation où on ne demande pas des sommes astronomiques ou maximiser la rentabilité de l'épargne. Simplement, on demande une épargne qui fasse face à l'inflation de telle manière que par précaution, je passe de 71, peut-être qu'à 80 ans, j'aurais besoin de faire 2 ou 3 choses, par exemple une prothèse du genou, et de pouvoir la payer. Donc on a chacun ces problèmes-là. Mais cette épargne-là, on peut la rassembler autrement, on peut inventer un système financier et monétaire qui échappe à la financiarisation. Oui, on peut l'inventer. Et oui, il y a des expériences. Alors, juste une expérience comme ça. Nous accompagnons aussi un jardin de cocagne. Un jardin de cocagne, c'est une association d'insertion par l'économique avec des gens qui cherchent un emploi, qui ont été éloignés de l'emploi pour les remettre au travail dans une activité qui est une activité de maraîchage. Et ces jardins de cocagne sont en train de diversifier leurs activités
faire du maraîchage, faire de l'entretien environnemental, faire de la mobilité douce, c'est à Lorient. Et ils avaient besoin d'acheter du foncier et d'avoir 75 000 €. Ils ont développé leur projet avec cette ambition sociétale. Ils l'ont fait connaître autour des gens qui déjà étaient adhérents à leur association pour pouvoir bénéficier de paniers biologiques. Ils ont, écoutez-moi, ils ont récupéré 350 000 €. C'est-à-dire, vous voyez, 4 fois plus, un peu plus même, que ce qu'ils pensaient pouvoir obtenir. Par quoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dans notre pays, comme ailleurs, mais aussi de temps en temps, au Brésil ou ailleurs, vous avez des personnes qui veulent changer cette société, qui veulent envisager d'aller autrement et de ne pas laisser leur épargne aux mains des financiers, mais mettre leur épargne dans des projets qui ont un sens. Et là, vous avez, c'est à vous adresser à ces personnes. Lorsque vous avez les yeux dans les yeux, que vous trouvez le moyen de discuter de leur attention. Vous voyez l'énergie, le sourire, le plaisir, les gens qui se lèvent, et tout d'un coup une générosité auquel vous n'auriez jamais pensé. C'est pas de la générosité bête, il y a un engagement derrière, il y a une contractualisation. Si vous avez besoin de votre épargne dans 5 ans, voilà les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir vous retirer. Dans 10 ans, voilà les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir retirer. C'est pas du tout folklorique. C'est pas du tout des zombies. C'est très concret. J'appelle ça une utopie concrète. Une utopie concrète. Perspective sociétale généreuse, enthousiasmante, pied dans l'adversité de la vie, pied dans la glaise, pied dans l'opérationnel. Le pragmatisme, c'est un concept à bannir. C'est le primat du court terme de faire sans orientation. Et les gens qui vous donnent des orientations générales, sans concret, sans opérationnel, sans démarche, ici et maintenant, c'est des gourous. J'espère pas être un gourou. Je ne suis pas un gourou. Je suis comme vous, dans la difficulté, dans l'adversité de la vie, mais avec d'autres. Et une capacité quotidiennement de faire face opérationnellement à l'avancée de cette trajectoire. Alors, si vous voulez, ça c'est une entrée les questions financières. Et un autre, et des problèmes de recrutement. Il y a un désintérêt au travail, c'est indéniable. Il y a un désintérêt, comme une perte de sens du travail. Difficile de recruter, de stabiliser. Comment faire? Comment opérer? Comment permettre aux uns et aux autres de progresser dans leurs compétences, de progresser dans leur capacité à discuter du devenir de l'entreprise, d'être actif dans l'entreprise et pas simplement un collaborateur, d'être entreprenant dans l'entreprise et pas être simplement un collabo. Excusez-moi, je provoque. On m'a dit de provoquer, je provoque un peu. Hein, Christophe, je provoque, voilà. Bon. Eh bien, remettez en place des dispositifs d'organisation réflexive qui permettent aux gens de discuter des difficultés de leur travail, qui permettent aux gens de progresser sur le plan professionnel, qui permettent de contribuer au développement de l'entreprise, une discussion sur les orientations stratégiques. Je me souviens très bien, on avait des discussions chez toi ensemble sur la stratégie en 2016, dans l'entreprise. Parce que je travaillais avec ce garçon, là, Philippe. On l'a rencontré en 2014 et puis on se quitte plus. Quoi, faut pas exagérer non plus. Mais voilà, on travaille encore ensemble. Comment dirais-je, c'est un enjeu énorme de faire en sorte que les gens qui travaillent dans vos entreprises s'y plaisent, s'y développent, sont fidèles, sont loyaux et s'engagent. Tout le monde, j'ai aucune, comment dirais-je, pas utopique au sens péjoratif du terme. Je sais très bien que tous les salariés ne vont pas faire ça. Certains vont partir. Dans une entreprise comme Gesnor, qui était un centre d'appel dans le Nord, avec lequel on avait commencé, ils ont perdu, dans cette orientation, 50% des salariés. Ils sont partis, les 50, tant pis, ils vont partir, ils sont partis. Ils ont retrouvé, et ils ont aujourd'hui un collectif de travail engagé.
Ils ne disent pas « Ah, on a une réunion pour discuter de qu'est-ce qui se passe avec les médecins, parce que c'est un centre d'appel médical, on peut faire le bilan. » Ils ne disent pas « Ah non, 17h30, tring, on part. » Non. Parce qu'ils sont dans une réunion qui discute des relations avec les... Et ils sont intéressés, ils ne sont pas à la minute près. Ils continuent à discuter parce qu'ils voient bien que dans cette discussion, il y a quelque chose d'important pour eux, pour les médecins qui les accompagnent dans leur rendez-vous, et pour l'entreprise. Là, vous avez une générosité qui revient, vous avez une façon de reposer la question du travail sur des bases différentes. Et mettez en place une organisation réflexive. Intéressez-vous au travail des autres, et vous et des autres, engagez cette démarche. Les gens qui travaillent chez vous vont prendre la santé. Je ne sais pas si Yann est là, oui, il est là. Il y a une association sur la santé au travail. Si vous voulez avoir la santé au travail, passe par la reconnaissance du travail. Faites-le, faites cette expérience. Je suis sûr que vous aurez des résultats positifs. Ça peut être une autre entrée. Vous êtes dans un territoire, il y a un problème alimentaire, les gens veulent plus d'alimentation bio, une façon renouvelée de revenir sur la question du commerce de proximité, de relations entre les producteurs, ceux qui assurent la commercialisation des biens bio. Là, c'est une orientation qui vise à répondre à des enjeux d'alimentaire dans un territoire, sur le bien-vivre alimentaire, la convivialité. Ça peut être encore une autre orientation. On a des problèmes énergétiques en ce moment. Énorme. Et c'est rien par rapport à ce qui va nous arriver. Comment mettre en place des dispositifs dans les zones d'activité où on produit de l'énergie entre différentes entreprises? Comment on partage l'électricité, l'énergie qui s'est engagée? Vous pouvez prendre une autre orientation, c'est-à-dire une orientation qui est finalisée par les enjeux territoriaux. Vous pouvez faire évoluer votre modèle économique, votre démarche économique, votre dynamique économique à partir de différents centres d'intérêt. Ça peut aussi commencer par, je pense à vous, parce que chez les artisans, il y a beaucoup de choses qui se perdent comme ça, de créer un écosystème. Valoriser les coopérations entre différents types d'artisans, de différents métiers, discuter ensemble, créer un espace de coopération, d'échange mutuel, et se redonner une force, partir de là. Ce que j'appelle l'écosystème coopératif territorial. Il n'y a pas d'avenir à l'entreprise toute seule. Il n'y a pas d'avenir à l'entreprise toute seule. Le devenir de l'entreprise, au sens de l'entreprise qu'on a connue au XIXe siècle, au XXe siècle, c'est terminé. Il y a un avenir à l'écosystème coopératif. C'est-à-dire la coopération entre entreprises. Alors, tout cela, si vous voulez, trace une perspective. J'ai levé le voile de certains éléments comme ça qui me paraissent importants à vous transmettre pour essayer de vous, à la fois, vous montrer des espaces de possibilités, d'action, de devenir pour vos entreprises, ce qu'on appelle la trajectoire de l'UFC. Il faut vous indiquer aussi que c'est passionnant. C'est passionnant. Parce qu'on est amené à se surpasser. On est amené à se dépasser. On est amené à rencontrer les autres. On peut se regarder dans le miroir. Et enfin, trouver des démarches économiques, même si elles sont limitées, même si l'innovation apparaît comme ça, pas d'une grande importance, oui, mais elle commence à tracer une autre orientation qui nous permet de nous dégager de ce modèle dominant fondé sur l'hyperconsommation, le désintérêt par rapport à l'écologie, le désintérêt par rapport aux inégalités sociales et territoriales, et d'envisager alors un avenir ensemble, à la fois plus radieux, plus engageant, et présent ici et maintenant. Merci.
Merci beaucoup, Christian. Alors, j'imagine que c'est maintenant le moment des questions. Alors, à la fois sur les expériences de tout à l'heure, et du coup, mes compères de la première table ronde, tenez-vous prêts au cas où. Et puis, éventuellement, les questions qui pourraient être adressées à Christian sur son intervention, ou des remarques, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus simplement obligé de poser des questions, aussi de dire ce que ça vous évoque, ce que ça vous représente pour vous aussi, cet élément de conférence. Alors, je sais que la première est toujours compliquée, c'est toujours la question la plus difficile. Vous êtes à ce point abasourdi? Ah, il y en a une tout au fond là-bas. Hop. Je prendrai après. Ah, et il y en a une juste ici, ok. Eh bien, regarde, je vais te passer celui-là. Hop. Allô? Hop, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir, merci. Nathalie, nous on a une société de communication et vous écoutez, ça m'a beaucoup émue. D'abord la première question que j'ai à vous poser, c'est sur un constat. Nous on est une toute petite structure, 7. Il se trouve qu'après le confinement on s'est retrouvés 100% télétravail parce que les salariés le voulaient et qu'on est le resté. Et ce qui nous a permis d'investir en fait des zones rurales, de finalement vivre une vie beaucoup plus équilibrée. Et pour moi, ça m'a permis de recruter des gens d'une valeur que j'aurais jamais pu recruter avant, des journalistes de très grand niveau. Et la question que je me pose au quotidien, donc on est vraiment dans une intelligence réflexive, comme vous dites, enfin, bref, on est constamment en train d'inventer quelque chose, par exemple, voilà, une flexibilité ultra du travail, des CDI, que des CDI, mais en temps partiel, en fonction de ce que les gens souhaitent. Mais évidemment, on se heurte toujours au constat qui est les réseaux sociaux et cette collecte de data qui est le substrat sur lequel nous travaillons. Et je m'interroge en fait par rapport à ce que vous avez dit sur on pousse la réflexion très loin, aussi loin qu'on peut sur cette nouvelle organisation du travail, cette nouvelle mobilité, cette nouvelle organisation, cette nouvelle habitation du territoire. Moi je suis ingénieure agro de formation, donc j'y suis très sensible, mais quand même on travaille sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de prendre peut-être plusieurs questions pour avoir une réponse un peu synthétique de la part de Christian qui permettent de faire le lien aussi entre plusieurs expériences. Je crois que Catherine, il y a une question juste devant ici. On te fait courir, je suis désolé, mais... C'est bien, c'est bien. Oui. Moi, c'est plus un retour d'expérience parce qu'avant d'être un président de chambre de métier et de l'artisanat de région, je suis un artisan boulanger installé ici à l'Isle-sur-la-Sorgue. Mon engagement, parce que ça, comme vous dites, donnait du sens, c'est vrai que la coopération depuis très longtemps, puisque j'ai présidé une organisation professionnelle de la profession dans ce département, à l'échelon régional, à la Confédération, parce qu'on va porter aussi de ces messages. Et je l'ai dit, puisque je remercie le maire Pierre Gonzalez quand il a travaillé sur l'attractivité de son territoire, je me suis dit, mais en tant qu'artisan boulanger, qu'est-ce que je peux apporter ici dans ce territoire? Et c'est vrai que, quelque part, je le dis, hein, je l'ai toujours rêvé, mais nous l'avons réalisé. C'est le collectif qui a permis de le réaliser, je vais vous le dire. C'était de développer une filière céréales, farine, pain, ici, sur ce territoire, et développer une économie positive, développer aussi, de donner du sens, hein, aussi à ce qu'on allait faire, et puis d'avoir, vous l'avez dit, hein, la souveraineté, d'avoir une alimentation saine,
Donc tout ça, on l'a réussi. On a commencé petit, on a commencé avec un lycée agricole qui est ici sur place, parce que ça aussi, vous l'avez dit, il faut faire réseau, il faut faire de la coopération, il faut rencontrer. C'est important de rencontrer aussi toutes ces personnes. Et puis la volonté, c'était également de se déconnecter par rapport au blé. On le voit aujourd'hui, ça explose, et on dit qu'on a eu raison avant. Parce qu'aujourd'hui, on est complètement indépendant, on n'est plus dépendant ici sur cette filière, puisque vous savez, ces cours mondiaux, c'est Chicago, et nous, on s'était fait dans la réflexion, on l'avait eu à l'échelon régional et on l'a amené ici à l'échelon départemental, de se dire on veut vraiment se déconnecter. Et aujourd'hui, on a des prix de farine qui sont moindres que ce que nos artisans boulangers de France et même de cette région peuvent avoir. Donc, et en plus, on développe cette économie positive, je le disais tout à l'heure, faire travailler aussi ce lycée agricole avec ces jeunes, parce que là aussi, on est dans de la pédagogie. Même chose aussi avec les consommateurs, parce que ça aussi, aujourd'hui, ils veulent aussi donner du sens aussi à leur consommation. Il y a l'histoire, il y a et c'était vraiment ce retour d'expérience que je voulais faire, parce que c'est vraiment du vécu. Et c'est quelque chose d'important. On a réussi, tout à l'heure je l'ai dit, on a commencé à 3 hectares et aujourd'hui on est à 40 hectares et notre volonté c'est encore de développer et vraiment, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, mais je me suis vraiment retrouvé dans tout ce que vous avez pu dire, mais le chemin est encore long parce que c'est un début et j'ai bien compris tout à l'heure dans les présentations que vous avez pu avoir, de se dire, c'est vrai que des fois on perd ses repères et puis on est un peu perdu, on se dit est-ce qu'on est dans le vrai, est-ce qu'on se cherche et je pense que ça c'est ce qu'on doit faire au quotidien et aujourd'hui en tant que président de cette chambre de métier artisanat de région, je le dis, je veux porter cet artisanat, mais vous l'avez dit, même chose avec le collectif et de travailler aussi cette réflexion tous ensemble pour un monde meilleur. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Peut-être, il y a une question à venir là. Peut-être, Christian, je te laisse. On laisse la question venir. Allez, une troisième question et ensuite on te passe la parole. Allez, oui, parce qu'on a un beau retour d'expérience. Merci, monsieur. Voilà, merci pour les expériences. C'est une vraie question. Vous avez parlé d'économie, effectivement, et on remarque depuis le Covid que le politique a repris la main. Donc, dans votre discours, on parle d'économie. Quel est le rôle du politique? Le politique façonne un peu le paysage économique. Où en est l'économie de la fonctionnalité, de la coopération au niveau politique? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça bouge de l'autre côté de la sphère économique, du côté politique? Question. Merci beaucoup. Christian, je te laisse répondre. Vos 3, à la fois questions et comme il y a un sens aussi à les questions, le contenu qui est derrière sont les 3 extrêmement intéressants. Je ne vais pas répondre dans le sens... Je vais commencer par vous, revenir sur la question de communication et finir sur la question du politique. C'est là où je partage complètement votre point de vue, à savoir c'est une trajectoire. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Et quand je vous écoutais, j'ai une femme adorable, ravissante, mais qui a une énorme maladie qui est une sclérose en plaques. C'est une saloperie de saloperie. Et si vous voulez, elle est très sensible à la question alimentaire. Du coup, je suis très alerté sur le gluten, sur l'orientation du sucre. Qu'est-ce que c'est que ce sucre? Et si vous voulez, on sent bien qu'on ne peut pas tout faire, c'est une trajectoire. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à intégrer, par exemple, les enjeux alimentaires et les enjeux de santé. Et on sait bien que la question du gluten, c'est une façon à la fois de sélectionner les semences spécifiques dans le blé et pas avoir les blés complètement industrialisés. Et deuxièmement, une façon de faire la farine, c'est-à-dire d'écraser le grain de blé en fonction de la chaleur ou développer ou pas le gluten. Et ça a une incidence. Et donc on voit bien que dans la boulange, il y a tout ce que vous venez de dire, et puis mais c'est normal, on progresse dans la façon. Puisqu'on est encore dans la boulange, on voit bien qu'il y a un enjeu également, par exemple, des gâteaux. Moi j'adore les gâteaux. Je suis un bon gourmand, si vous mettez un gâteau dans le truc, bon, tac, comme ça, bam. Mais non, il y a du sucre. Alors, tant pis, je bouffe ça, on regarde. Mais c'est vrai que c'est pas terrible. Le sucre actuel pose des tas de problèmes. Le sucre, de la façon dont il s'est industrialisé, c'est pas le même sucre que quand j'étais un gamin que dans les années 50. C'est un sucre qui n'a pas les mêmes facultés gustatives, ni les mêmes qualités de santé.
Et on voit bien que toutes ces questions-là, ce sont des questions qui se rajoutent progressivement. C'est là où on est dans une trajectoire. Alors là, vous avez, je partage complètement votre point de vue, c'est l'importance du territoire et l'importance de la dynamique collective. Avec les citoyens au sens des habitants, avec des allers-retours. Là, je me suis permis de venir sur mon cas personnel avec la question de la santé de ma femme, mais il y en a d'autres enjeux de santé. On sait que le sucre provoque par exemple le cancer, c'est comme une des origines du cancer. Donc comment arriver, j'appelle ça la multifonctionnalité de l'alimentation. Mais il y a aussi dans l'alimentation des dimensions culturelles. J'étais dans le Pays Basque là le week-end dernier, c'est pas la même alimentation qu'ici. Alors comment ça donne forme, ça prend une force. Voilà, c'est passionnant. Et on est vraiment dans des trajectoires. Alors la question ensuite, c'est la communication. Alors juste quand même un petit point d'une expérience aussi en Normandie, on a réussi à faire en sorte que avec des nouvelles formes de boulanges, on n'est pas des consommateurs. C'est-à-dire, on n'est pas sur un marché. On s'est engagé auprès des boulangers. Moi, je suis prêt à dépenser tant d'argent auprès de ce système de boulange parce que vous prenez en compte ces enjeux-là. Et à ce moment-là, il n'y a pas de marché. On s'éloigne de la concurrence et du marché. On s'engage ensemble. Et vous, c'est vachement intéressant. Ça vous donne un revenu que vous pouvez déterminer sur le moyen long terme. Ça change le rapport au risque que vous prenez. Ça change la question de l'investissement. Et ça change la relation qu'on peut avoir ensemble. Moi, je ne suis pas complètement uniquement consommateur parce que je m'engage auprès de vous. Et je ne change pas toute la journée de boulangerie. Là, je vais là, demain, je vais chez Auchan ou je ne sais pas où. Non, je vais chez l'artisan boulanger qui prend en compte ces choses-là. Je suis solidaire avec lui et sa trajectoire et je suis prêt à dépenser tant auprès de vous. Alors, quand c'est un type gourmand comme moi sur les gâteaux, ça peut monter un peu. Mais bon, voilà, tant auprès de... Et vous voyez, ça change. L'engagement ne relève plus du marché. L'engagement revient dans des conventions qui stabilisent votre modèle, y compris dans sa dynamique financière et de revenus. Alors comment parler de ça? Comment communiquer? Et dans votre intervention, madame, sur la question de la communication, on pourrait en discuter assez longtemps, je vais juste vous faire comme ça deux ou trois réactions. Je comprends très bien que le travail en vidéoconférence et simplifier un certain nombre de choses. Nous, c'est pareil, dans notre laboratoire, on a fonctionné en vidéoconférence. Et d'ailleurs, pour préparer ici, j'ai eu Mélanie et Valérie en vidéoconférence. C'est dommage, la caméra ne marchait pas, donc c'était moins marrant, mais bon, c'était quand même bien de pouvoir communiquer. Bon. Et c'était très pratique. Et en même temps, on ne communique pas de la même manière que quand on se voit. En même temps, la communication perd de sa puissance de conviction, perd de son côté chaleureux, perd de sa dimension humaine. C'est pas qu'il ne faut pas travailler à distance, il faut combiner, il faut faire attention au travail à distance. Combiner le travail à distance avec un travail où l'on se voit, corps à corps. Parce qu'en réalité, je suis un peu emmerdé par ces projecteurs, je vous vois mal. Mais j'aurais préféré que ça se dirige vers vous, comme ça moi je vous verrais, vous ne me verriez pas. Bon, alors, mais parce que si vous voulez, on se nourrit quand vous êtes comme moi. Je vous dis, je suis timide, mais c'est vrai, mais je surmonte cette timidité. Vous avez vu, finalement, j'ai surmonté ma timidité. Mais pourquoi? Parce que je regarde des regards, des attitudes chaleureuses et encourageantes, et ça, la présence des corps. La présence des corps, de vos regards, de vos attitudes, crée une chaleur, crée une compréhension, une communication, d'une puissance et d'une force incroyable. Et donc il y a une discussion à avoir sur les questions de communication, sur l'usage des nouvelles technologies de l'information. Oui, on en a besoin, mais attention à un usage qui sorte des relations humaine, directe, corps à corps. Ça, c'est le premier point, parce que ça ne concerne pas que vous dans la communication, ça concerne nous dans la recherche, vous dans vos différentes entreprises. Qu'est-ce qu'on va faire de l'usage de cette communication par Zoom, qui permet, Zoom c'est le système technique, je ne devrais pas dire Zoom, les vidéoconférences, ça permet bien entendu des facilités, mais attention au retour de bâton. Et je peux vous dire que se développent des maladies mentales
Yann, c'est pour toi. Des maladies mentales liées au fait que se développe ce travail à distance. Il s'occupe d'une association de santé au travail. Dirige une association de santé au travail. Comment? La IST 84. Alors, coup de pub à IST 84, c'est ça? Alors, le fait de ne pas se rencontrer, le fait de ne pas avoir de système de reconnaissance directe, est un problème qui peut se retourner contre la santé. Attention, la reconnaissance des autres, la rencontre des autres, est un élément central de notre vitalité. Et à force de passer, d'exagérer dans l'usage du numérique, il y a des problèmes réels de communication. Dernier point, l'usage des mails. L'usage, c'est avant les vidéoconférences, l'usage de la généralisation des mails, l'usage de ces soi-disant systèmes d'information. Je dis soi-disant, parce que l'information, elle est incompréhensible. Vous avez des gens d'un bureau à l'autre, vous pourrez prendre un café, non, ils s'envoient un mail. T'as pas fait ça? Oh, je t'attends là-dessus. Personne ne comprend. Il y a un nombre de conflits, d'incompréhension, à travers ces mails qui circulent à toute vitesse, pour aller très vite, soi-disant pour aller très vite. Mais en réalité, derrière, il y a des dégâts invraisemblables. Pour reprendre, pour se... Mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais oui, mais tu l'as dit avec ton mail. Mais non, c'est pas ça. Bon, vous voyez le truc. Bon, vous êtes arrivés à tous. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a un usage qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas pensé, qui n'est pas construit, avec une déviation technologique qui ne va pas. Qui ne va pas. Et ce qu'on appelle les réseaux sociaux, ça ne va pas. Il faudrait qu'on mette un peu de temps pour en discuter. Pour moi, ça ne va pas. Bon. Alors, ça c'est la communication. Et la politique? Ben, la politique, elle est prise par des problèmes de communication invraisemblables. Et la politique, elle est prise par des concurrences elles-mêmes. Forces de prise de pouvoir qui sont telles que quelquefois les contradictions sont plus importantes, la concurrence est plus forte à l'intérieur d'un même parti qu'entre partis. Vous rentrez dans les collectivités territoriales, vous voyez des contradictions entre les élus d'un même groupe qui sont en concurrence pour avoir... Donc la concurrence s'est installée dans les forces politiques de manière absolument invraisemblable. Deuxièmement, la communication devient tellement importante qu'il plane. Excusez-moi, il plane. Donc le rapport au réel, il est extrêmement distancié. Extrêmement distancié. Donc à un moment donné, si vous voulez, il va falloir faire de la politique autrement. Mais comment? Parce que si vous-même vous devenez élu, vous allez retomber dans les mêmes problèmes. Moi, je ne jette pas la pierre aux élus, là, c'est extrêmement difficile. Mais vous allez retrouver dans le même problème d'être élu, c'est-à-dire de planer. Alors comment ne plus planer? Ben, il faut que nous, on s'en mêle un peu. Il va falloir qu'on s'en mêle. J'appelle ça la démocratie sociétale. C'est-à-dire sur la base de notre expérience, sur la base de l'évolution de la boulange, sur la base de l'évolution de l'imprimerie, sur la base de l'évolution de tel ou tel dispositif territorial, sur la base de cette expérience, revenir sur la constitution de politiques publiques qui nous servent. Et mêlons-nous de l'édification d'une politique publique, pas sur tous les sujets, pas de manière générale, sur la base de notre expérience de travail. Et faisons remonter des dispositifs de politique publique utiles. Vous savez, pendant le Covid, là, il y a eu un pognon qui a été dépensé sur le papier. Il ne tombe pas dans les entreprises, ou dans certaines entreprises. Il n'arrive pas au bout de course. La dépense n'est jamais celle qui est annoncée. Pas parce que ce sont de mauvaise foi. Non, parce que le dispositif interne au système public de rapport à la répartition, distribution de ces aides n'est pas opérationnel, n'est pas opératoire. Parce que le mode de fonctionnement des systèmes publics n'est pas en capacité de créer des liens avec les projets qui sont importants.
Alors vous me posiez la question, excusez-moi comme j'ai un truc qui est là, je ne vois pas, mais vous posiez la question où on en est, ben on en est là. C'est-à-dire on en est à... On va créer là une association sur le thème démocratie sociétale. Démocratie sociétale. Vous, moi, les autres, tous, on va s'en mêler un peu de cette affaire. Pas pour être élu, hein. Non, pour discuter de quelle politique publique on a par rapport à notre expérience. Et on a commencé à le faire. On a commencé à le faire avec le UFC. Tout petit, embryonnaire, c'est un tout petit truc. Mais quand même, on a réussi à faire passer, d'ailleurs avec des gens d'origine de partis politiques extrêmement différents, dans la loi sur l'économie circulaire, un passage qui indique que le gouvernement doit remettre au Parlement, c'est-à-dire au Sénat et à l'Assemblée nationale, chaque année, un rapport indiquant qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'économie de la fonctionnalité de la coopération. On a rédigé ce rapport. Si vous intéresse, on va le diffuser. Vous pouvez y accéder, bien entendu, c'est public. Et ce rapport, il termine sur des... Alors, comment on l'a écrit? On ne l'a pas écrit dans notre poche. On a réuni les clubs, son entreprise, et on est revenu sur qu'est-ce qui avait été fait, les limites de ce qui a été fait, les impasses, les suggestions, et on a commencé ce dialogue. Alors, il n'est pas facile à faire. Parce que, pour avoir de l'autorité auprès des politiques, mon idée, c'est là où vous devenez vous-même des gens qui, pour moi, sont très importants, il faut s'appuyer sur la logique entrepreneuriale. Si on arrive demain à avoir un nombre de chefs d'entreprise, notamment de TPE, PME et artisans, qui se mettent d'accord sur un certain nombre d'orientations territoriales, voire même nationales, on peut avoir une puissance inégalée. Il ne faut pas chercher le pouvoir, il ne faut pas revendiquer le pouvoir d'État. Mais il faut produire des politiques publiques utiles. Alors, ce n'est pas la Convention citoyenne qui a mis en place Macron, parce que la Convention citoyenne Macron, ils ont réuni des gens autour d'un truc, mais qui n'était pas leur expérience de travail. Donc chacun il n'y a qu'à Faucon, quoi. Hein. Excusez-moi de l'expression, mais vous savez, il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à Faucon qu'on arrête l'énergie nucléaire, il n'y a qu'à Faucon, il faut qu'on change d'énergie, il n'y a qu'à Faucon qu'on passe à une boulange qui soigne le cancer, et pas une boulange... Oui, il n'y a qu'à Faucon. Ça ne marche pas, bien entendu. Parce qu'il faut partir de l'adversité du travail, l'adversité des questions, les difficultés auxquelles on est confronté. Et la sagesse, notre sagesse, c'est celle-là sur laquelle on doit s'appuyer pour faire des recommandations. Et je vous assure que quand on est en capacité de faire ça, un nombre suffisamment important, ça a des effets. Faisons de la politique autrement, à travers la démocratie sociétale. Voilà l'orientation que je mets en discussion avec vous, qui est extrêmement importante. Il n'y a pas de nouvelle démarche économique sans nouvelle démarche politique. Nous avons eu la démocratie représentative. Bon Dieu que nous en avons besoin. Ne le mettons pas à la porte. Nous avons la démocratie sociale, syndicalisme, les négociations, ça marche un peu moins bien en ce moment. La démocratie représentative ne va pas très bien non plus. Tout ça, ça ne marche pas très bien. Mais on en a besoin. Mais on a besoin d'une autre démarche démocratique et politique, c'est-à-dire celle de l'expérience du travail, celle de l'expérience entrepreneuriale, celle de l'expérience des quartiers, c'est-à-dire des territoires. Cette expérience-là, il faut l'organiser, il faut la remonter. Ils ont une troisième dimension de la démocratie sociétale. Merci Christian. Bien, alors c'est le moment pour moi de remercier tout le monde, déjà d'être venu, remercier Christian pour tes interventions, remercier aussi les trois compères que j'avais tout à l'heure pour la table ronde, remercier surtout toute l'équipe qui a organisé cette soirée et avec qui on a eu beaucoup d'échanges qui débordent largement ce qu'on a pu retransmettre encore là, mais comme le disait très bien Christian, et pour faire suite à l'intervention de monsieur sur la question de trajectoire, c'est que le début d'une trajectoire, hein, c'est-à-dire qu'on se rencontre un peu profondément ce soir à travers cette conférence, mais bien entendu, nous, on est très intéressés, très ouverts, même plus que ça, on va dire, parce qu'il y a effectivement très heureux, à vrai dire, de vous rencontrer et de se projeter dans des rencontres
futures, tout un tas de discussions qu'on pourra avoir collectivement, plus individuellement. En tout cas, c'est quelque chose qui nous a beaucoup, qui nous anime depuis un certain temps et qui nous continuera de nous animer encore un bon bout de temps. Et j'imagine qu'on n'a pas épuisé toutes les questions malgré la timidité qui vous a amené à vous prononcer à 3 reprises là maintenant. Voilà, on a encore plein de temps devant nous. Christian en plus nous a dit qu'il était en pleine forme et qu'il était prêt à continuer encore très longtemps. Donc on a encore énormément de temps pour faire tout ça. Donc merci à tous et puis bonne soirée, bonne fin de soirée.